Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du Mix des Cultures. Et oui, vous ne rêvez pas, radio spéciale, émission spéciale. Si vous avez loupé l'événement The Big Event qui s'est déroulé le mercredi 21 juin dernier sur la dalle de la Grand-Mare, c'était l'événement Les Hauts font la fête de la musique. Eh bien, petite piqûre de rappel, voilà, puisque on va vous distiller tout au long de cette émission spéciale quelques-unes des interviews qu'on a pu réaliser à cette occasion. Vous allez entre autres rencontrer Fanny Laurent, encore Johan, responsable respectivement du Centre Malraux et animateur. On aura l'occasion d'avoir aussi la chorégraphe Emmanuelle Vaudine, mais aussi Amélie Affagar de la compagnie Zamélie Boom. On aura aussi Olivier Miller, animateur et responsable de la ludothèque au Centre André Malraux. On fera un petit décroché aussi par éducation et formation avec Valérie Jouin, qui est personne ressource au sein de la structure. Et puis on aura également Julien, musicien de l'association Oh No Combien reconnus des musiques Zawir, voilà, qui vont défiler et qui ont participé toutes et tous à cette Big Event des Hauts font la fête de la musique. Mais avant de retrouver voilà tous ces contenus évidemment de cette émission spéciale, on va faire un petit décroché par un journal que vous connaissez très bien. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter les Échos des Hauts ? Non. Initié par l'association Mixité, justement, on va retrouver dans la toute première partie de cette émission spéciale Julie au micro de la radio des Hauts-de-Rouen qui va faire un petit retour du numéro actuellement disponible dans toutes les bonnes crèmeries, le numéro 5 du mois de mai 2023. Et puis on aura également l'occasion aussi de découvrir une des associations qui réalise un article dans les colonnes des Échos des Hauts. C'est l'association O2 Coco. Et puis en fin d'émission, juste avant de nous quitter, on fera un petit clin d'œil très sympathique côté rive gauche avec Viva Cité qui vous proposera évidemment sa 34e édition des Arts de la Rue les 24 et 24 juin, c'est-à-dire ce week-end à Sotteville-lès-Rouen. Voilà pour le programme. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'un programme 100% féminin avec Eau de Coco et Julie sur les ondes du Mix des Cultures. Très bonne journée, très bonne écoute sur les ondes du 99.1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes du Mix des Cultures et dans votre émission La Midinale comme chaque mercredi entre 12h et 14h. Et nous allons parler évidemment d'actions associatives au cœur des Hauts-de-Rouen. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en studio Lucille et Fantine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes en stage communication au sein de l'association Eau de Coco. On va évidemment revenir sur cette association. Et puis pour faire un petit rappel, une petite piqûre justement sur un journal Écho des Hauts organisé et concocté par l'association Mixité avec Julie Bernard. Bonjour Julie. Bonjour. Avant de revenir sur l'association du mois et Eau de Coco, on va faire un petit bilan évidemment de ce journal, j'allais dire à mi-parcours, en fin de parcours plutôt pour cette première année et cette première saison scolaire. Le 5e numéro est actuellement disponible, on peut le découvrir dans différents points de distribution. C'est le numéro en date du mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 5e numéro en termes d'articles et puis également en termes de nouveautés aussi ? On a la chance d'avoir d'autres structures qui nous ont rejoints. On a l'école de l'ESADAR qui se fait un plaisir de promouvoir le travail des jeunes qui font des ateliers à l'ESADAR. On a aussi, comme d'habitude, les habitués, on a les actions d'Idéo, Solidarité Plateau qui sont partenaires depuis le début, BVGM aussi qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, le collège Georges Braque toujours présent, toujours là, la radio HDR quand même qui nous fait aussi un petit article, Fraternité Banlieue pareil qui s'en est toujours saisie, l'AMJ Grieux qui vient de nous rejoindre et l'école harmonique aussi qui vient de nous rejoindre pour faire un article. Et évidemment, l'espace de solidarité internationale avec Eau de Coco. Qui montre en effet cette richesse associative sur les Hauts-de-Rouen et cette richesse en termes d'activité. On aura l'occasion d'y revenir en fin d'interview avec cet agenda qu'on peut retrouver d'ailleurs en 4e de couverture avec les principales dates à retenir, mais il y en a encore quelques-unes tout de même
que l'on va vous dévoiler d'ici la fin de ce mois de juin. Pour revenir sur l'association du mois, donc Eau de Coco, avec Lucille et Fantine, on va évidemment revenir sur cette structure, sur ses actions, sur sa vision à moyen et long terme pour les semaines et mois à venir. Alors tout d'abord, pour revenir sur la présentation de la structure, la genèse du projet, ça vient un peu malheureusement d'une triste histoire dans un pays d'Asie du Sud-Est. Alors tout à fait, donc Eau de Coco, ça a commencé au Cambodge, donc avec Rose et Louis, et ensuite ça s'est étendu à Madagascar. Donc Eau de Coco, c'est une association de solidarité internationale qui mène des actions contre les inégalités et l'extrême pauvreté. Tout ça à Madagascar avec des projets sur la culture et l'éducation comme moteur de développement. Alors la vocation de l'association, pour y revenir dans quelques instants, elle va sur plusieurs domaines. Alors tu as cité le Cambodge et Madagascar, il y a eu aussi d'autres actions qui ont été menées dans le courant des années 90 et dans le courant des années 2000 sur d'autres continents également. C'est ça, comme au Rwanda ou encore au Brésil. Alors parmi les différentes actions qui sont menées, j'ai vu donc différentes zones d'intervention. On l'a dit tout à l'heure, on reviendra un petit peu plus longuement sur Madagascar, évidemment, sur le Cambodge, en France aussi, puisque évidemment, avant de mener ces actions sur les différents pays, il faut les préparer. Évidemment, Eau de Coco, c'est tout d'abord une base arrière ici en France et plus particulièrement au sein de la métropole de Rouen. C'est ça, donc le réseau de Coco, c'est un réseau national qui est présent en Bretagne, en Gironde ou encore à La Réunion et à Paris pour mener à bien tous les projets internationaux. Alors concernant cette association Eau de Coco, on peut peut-être présenter en termes d'organisation. C'est donc une association classique loi 1901, mais concrètement, quelle est la vocation de l'association, évidemment sur le terrain ici en France, mais aussi à l'étranger? Le but, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement des femmes, mais également des enfants. Et du coup, pour ça, l'association met vraiment en avant des projets basés sur l'éducation, mais également le développement culturel avec le sport, mais aussi la santé, le développement durable et agricole. Alors justement, parmi les différentes actions qui sont menées à quelques encablures de l'océan Indien, plus précisément sur Madagascar, quelles sont les actions qui sont menées principalement sur ce pays? Alors vous avez des CNUT, donc c'est des cantines. On distribue chaque jour des repas aux enfants les plus démunis. Il y a aussi des fermes-écoles pour apprendre aux jeunes le métier d'agricole et d'élevage. Il y a des foyers aussi qui accueillent des enfants, surtout des petites filles qui ont été victimes de violences, que ce soit des violences psychologiques, sexuelles ou physiques. On a également un accueil de jour pour les petites filles entre 8 et 15 ans qui se prostituent. Et ils mettent également en place, il y a le CAIF qui permet de sensibiliser les jeunes filles sur les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles. Et tous ces projets sont un peu partout à Madagascar parce qu'on peut retrouver à Tuléar, Manguil, Fianarantsoa. Et aussi Ansa Madiro avec ouais. l'école des Saphirs pour lutter contre le travail infantile des enfants dans les mines de pierres précieuses. Une question un peu plus personnelle, puisque vous faites tous deux un stage en communication au sein de l'association Eau de Coco. Association, est-ce que vous la connaissiez avant de faire ce stage et pourquoi avez-vous souhaité intégrer ce stage au sein de cette association? Est-ce que ce sont ces actions particulières qui vous ont incité à faire ce stage au sein de Eau de Coco? Alors nous, on a connu l'association Eau de Coco grâce à Stéphane qui est venu présenter son association lors d'un forum dans notre école, donc à l'ISCOM. Et donc il nous a présenté Eau de Coco, il nous a exprimé ses valeurs, les missions qui sont mises en place à Madagascar. Et ça a toujours été en lien avec nos valeurs également. Et donc on s'est reconnus, on avait vraiment envie de partir là-bas et d'échanger. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre stage là-bas. Et ensuite, on a eu des ateliers de préparation qui ont fait qu'on a mieux connu l'association et les missions qu'on allait devoir faire là-bas.
Alors, si j'ai bien compris, vous êtes parties toutes les deux à Madagascar. Ouais, c'est ça, pendant 3 mois, de fin février à fin mai à peu près. Et comment ça s'est passé tant au niveau de la préparation, donc tout ce qu'il a fallu faire en amont et évidemment sur place? Alors au niveau de la préparation, on va dire que c'est plus une préparation psychologique à partir. Donc il y a 6 ateliers sur l'association, sur la culture malgache, évidemment, parce que c'est une culture extrêmement différente de la nôtre. Donc il faut savoir à quoi s'attendre quand on va là-bas. Une préparation aussi sur ce qu'on va voir. Donc c'est vrai qu'on va être dans un mode de vie beaucoup plus pauvre. Donc il va falloir s'adapter. Et ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ils nous préparent vraiment à partir là-bas et à ce que ce soit pas trop un choc parce que déjà, c'est une aventure parce que c'est vraiment en contradiction avec le pays dans lequel on vit. C'est vraiment un total décalage. Et il y a également un atelier sur le retour parce qu'il ne faut pas l'oublier. Des fois, c'est aussi un peu compliqué après avoir vécu 3 mois à Madagascar de revenir en France. Et ensuite... il nous met tout simplement en condition pour qu'on parte dans les meilleures conditions possibles du coup. Et qu'est-ce que vous ont apporté ces 3 mois de présence à Madagascar? Grâce à ces 3 mois, on a pris beaucoup de recul sur ce que nous, on peut vivre en France. Ça nous a vraiment ouvert les yeux parce que grâce à ces ateliers de préparation, on savait déjà ce qui se passait, on avait eu des chiffres, etc. Mais le voir en vrai, c'est vrai que c'est toujours pas pareil et ça fait prendre conscience encore plus de la réalité, de ce qui se passe à Madagascar. Et on espère avoir pu, à notre échelle, contribuer un peu à aider les filles du foyer. Et elles aussi nous ont énormément aidés en nous apprenant beaucoup de choses sur leur culture, leur mode de vie, etc. Avant de revenir sur le soutien, différentes manières de soutenir l'association, que ce soit financièrement, mais aussi physiquement, présentiellement parlant, il y a un engagement, beaucoup de valeurs sont portées par l'association. On peut le voir d'ailleurs, valorisation via la Web TV, avec de nombreuses capsules vidéo qui ont pu montrer les différentes actions menées par l'association Eau de Coco. C'est vrai que la première question que l'on peut se poser, c'est comment nouer une relation de confiance, puisque c'est bien évidemment d'avoir une structure, une association qui a pied à terre ici en France. Il y a toujours la question que l'on se pose, ce que l'on fait ici en France, est-ce que ça a réellement des répercussions au pays, financièrement aussi? Est-ce que, par exemple, 5 euros qu'on va donner, est-ce que ces 5 euros vont bien arriver là où ça doit arriver? Là aussi, il y a tout un travail de transparence, de partenariat qui a été mis en place via l'association Eau de Coco. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de tout ce travail aussi de partenariat qui a été noué et qui permet justement aux actions d'être réellement valorisées sur place? Alors l'association a beaucoup de partenariats, donc ça peut être des associations, des entreprises. Et le plus important pour Eau de Coco, c'est de choisir des partenaires éthiques. Et tout le travail qu'on va faire sur place avec eux, ça va être une recherche de fonds pour pouvoir accompagner du coup les projets qui sont menés là-bas. De plus, justement, nous, notre but là-bas, c'était de travailler sur la communication, donc sur les réseaux sociaux, mais également on produisait du contenu, par exemple de la prise de photos ou de vidéos pour pouvoir envoyer aux partenaires pour montrer leur argent, en quoi il était utile. Et donc on a fait beaucoup de retours vidéo à ces partenaires pour qu'ils soient, pour qu'il y ait un lien de transparence entre l'association et les partenaires. Justement, votre travail en tant que stagiaire en communication au sein de l'association Eau de Coco, j'ai dire la communication est devenue aujourd'hui primordiale, évidemment que ce soit pour valoriser les actions, mais aussi pour montrer cette question de transparence et de montrer concrètement que les actions sont bel et bien menées sur le terrain. Ouais, c'est très important, surtout que l'association, elle est également basée en Espagne. Donc, ce qui fait que on doit être présent au niveau de la communication sur plusieurs réseaux sociaux. Et également, ces plusieurs réseaux sont adaptés selon les langues différentes des pays. Donc, il y a des Instagram en Espagne ainsi qu'en France. Là, il y a un nouveau compte qui a été créé pour la France parce qu'il faut savoir communiquer
à l'international, tout simplement. Justement, cette communication, pour vous, elle vous paraît peut-être pas forcément obligatoire, mais du moins indispensable aujourd'hui? Ouais, je pense que pour avoir cette notion de transparence, c'est très important. Et puis également pour pouvoir avoir des dons, pour pouvoir communiquer sur ce que l'association met en place. La communication, c'est le plus important parce que les gens ont besoin de preuves, ont besoin de photos, de vidéos, d'appuis, même sur le site internet où il y a la newsletter qui est envoyée aux partenaires assez régulièrement. Et c'est important d'avoir une bonne communication pour mettre en avant ces actions. Et surtout aussi pour se faire connaître, parce que c'est vrai que l'ONG, elle a une grande place à Madagascar, mais en France, elle est encore peu connue. Donc ça va être tout le travail qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour retrouver toutes les informations sur odecoco.org avec la partie web TV, avec les nombreuses capsules qui ont été évidemment enregistrées et valorisées via, comme vous l'avez précisé, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, pour ne citer évidemment que sur la page YouTube également aussi, où on peut retrouver les vidéos qui montrent justement des exemples concrets d'actions menées entre autres à Madagascar, pour revenir évidemment sur ce pays. Alors concernant justement les auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment, lorsque l'on pense soutien, évidemment, il y a soutien physique en devenant adhérent actif, par le moyen aussi de dons, de parrainage. Alors j'imagine que pour les dons, c'est assez simple, comme beaucoup d'associations. On peut faire des dons directement, physiquement, mais aussi via, évidemment, les internets. Je crois même d'ailleurs que on peut faire un don directement via Helloasso, c'est ça ? C'est ça, donc vous pouvez retrouver sur notre Instagram et aussi sur le site internet. Donc c'est un don de 8 € par mois qui va directement à l'école Saphir. Et puis, il y a aussi la partie qui est peut-être un peu plus spécifique aux associations justement qui font le lien entre deux pays, c'est le parrainage. Alors, comment ça se passe en termes de parrainage avec Eau de Coco ? Alors le parrainage, donc ça va se faire sur une école parce qu'on ne veut pas parrainer un enfant pour pas qu'il y ait des inégalités et de la jalousie entre les enfants. Donc ça va être, on va parrainer un projet en particulier. Et puis, il y a aussi une autre manière de soutenir l'association. On peut le voir d'ailleurs dans l'onglet engagement. Ce sont les séjours solidaires. On parle de partenariat. Là aussi, ça fait partie des partenariats qui existent entre Eau de Coco et les adhérents. C'est ça, donc si vous êtes intéressé par les séjours solidaires, vous pouvez toujours venir le 1er juillet au festival Namana, donc qui se passe à l'Étoile de Rouen. Donc c'est un festival autour de Madagascar. On va pouvoir vous rencontrer et vous pourrez assister à une conférence où on va témoigner de notre expérience en tant que séjour solidaire. Donc c'est une des prochaines actus évidemment d'Eau de Coco ici sur le territoire. Autre action, même si en effet elle est passée quand l'interview sera diffusée, mais vous étiez présente lors de l'Armada aussi. Là on parle évidemment avec différentes langues, différents habitants des 4 coins du monde. Là c'est le cas aussi avec Eau de Coco qui avait un stand à l'occasion de l'Armada. Ouais, c'est ça. On avait un stand le 14 et 15. Et ce stand était partagé c'était un stand Horizon Solidaire qui comporte plusieurs associations. Et donc, ça a tourné. Donc, nous, on était présents 2 jours pour vendre de l'artisanat malgache. Avant de conclure l'entretien, justement, puisqu'il y aura l'occasion d'y revenir sans doute à de prochaines occasions, rappelez évidemment, pour avoir toutes les infos, que ce soit site internet, réseaux sociaux, on peut retrouver évidemment tout le travail mené par l'association, la vidéo. Il suffit de taper tout simplement sur les réseaux sociaux. odecoco.org et sur les réseaux sociaux, Eau de Coco, tout simplement. Association Eau de Coco, c'est ça. Et si vous êtes intéressé pour être bénévole, vous pouvez toujours suivre notre calendrier qui est sur le site où on va mettre en place des cafés bénévoles. On pourra parler du projet autour d'un café et si vous êtes intéressé, rejoindre l'association. Et j'imagine ces cafés qui reprendront du service à la rentrée de septembre. C'est ça. Parfait, donc toutes les infos sur odecoco.org. Merci beaucoup Lucille et merci beaucoup Fantine. Merci à vous d'avoir parlé d'Eau de Coco. Je rappelle, vous êtes stagiaire communication au sein de l'association. Et avant de clôturer cette partie d'émission, évidemment toujours en compagnie de Julie, directrice de mixité, responsable de la rédaction des Échos des Hauts. On va faire un petit point au niveau agenda. On a le 24 juin, évidemment, Léon des Talents sur la place du Châtelet,
gros événements avec, je dirais, pratiquement toutes les associations du territoire qui se déroulent à partir de, si je ne dis pas de bêtises, à partir de 11h avec l'ouverture du Village des Saveurs. Donc vous allez pouvoir déguster plein de spécialités de plein de pays différents. Et puis après, il y a des activités tout au long de l'après-midi, une scène avec une programmation. Voilà. Donc, grosse fête, il faut vraiment venir, ça va être super chouette. Et puis, vous avez le 28 juin, à la fin du mois, une marche dans la forêt verte avec l'association BVGM. Donc voilà, ça permet d'éliminer tout ce que vous aurez mangé le 24 juin, toutes les gourmandises, et puis de vous balader, de profiter de la forêt verte, parce que des fois c'est vrai qu'on a à proximité de nous des espaces magnifiques, verdoyants, et on ne pense pas forcément aller se promener dedans. Donc voilà, il faudra vous rapprocher de l'association BVGM. Évidemment, date à retenir et que l'on peut retrouver en 4e de couverture du numéro de mai 2023, numéro 5 des Échos des Hauts. Et pour faire la transition, les Hauts ont des talents, puisque c'est l'affiche justement qui figure en couverture. On voit déjà les Hauts ont des talents, puisque c'est un jeune des Hauts qui a fait l'affiche. Oui, une jeune, qui a fait l'affiche justement de cette édition 2023. Tout à fait. Des Hauts ont des talents. Alors, les Hauts ont des talents, on va pouvoir les découvrir lors de cette journée, évidemment, du samedi 24 juin prochain, ici, place du Châtelet à Rouen. Il y aura aussi d'autres talents qui vont s'exprimer, puisque les Échos des Hauts continuent également pendant cet été. Tout à fait. Alors, il va y avoir la sortie de celui de juin qui va se faire un petit peu plus tôt. On va faire les distributions à partir du 26 juin parce que, comme vous le savez, on distribue beaucoup dans les écoles et l'objectif, c'est qu'évidemment, les enfants, avant de partir, puissent avoir le journal et surtout à l'intérieur, le programme de l'été, de tout ce qui va se faire sur les Hauts-de-Rouen, sur juillet et sur août, avec les dates, les événements, les horaires et les contacts des associations pour que vous puissiez vous inscrire quand il y a besoin de s'inscrire. Voilà, vous aurez les événements, il y a de mémoire des sorties qui sont organisées, des barbecues, des gros événements comme un ciné plein air, comme une grosse fête le 30 août sur la place du Châtelet avec Culture du Cœur. Voilà, il y a beaucoup d'associations qui ont participé à ce programme. L'objectif était d'avoir un programme un peu commun et puis de proposer tout au long des 2 mois des activités sur les Hauts-de-Rouen pour ceux qui partent pas les 2 mois et qui auraient envie de se poser, de profiter un petit peu de tout ce que les associations et les institutions, parce que nous avons dans la boucle le centre Malraux, le centre social municipal, etc., pour profiter un petit peu de tout ce qu'on met en place sur les Hauts-de-Rouen. Et puis à rappeler qu'au-delà évidemment des dates et des temps forts, il y a des moments aussi que l'on peut retrouver à chaque jour de la semaine, des activités proposées par l'ensemble des associations et structures des Hauts-de-Rouen et qui figurent également aussi sur les instants, les moments à retenir évidemment chaque mois et qui figurent sur le journal Les Échos des Hauts. Oui, c'est ça. À la fin, la dernière page, vous avez les dates à retenir. Vous avez aussi bien, en effet, les temps forts, les one-shots, que justement ce qui se fait quotidiennement, tout au long de l'année, dans vos structures préférées. Voilà. Merci beaucoup Julie, puis on se donne rendez-vous, j'allais pas dire au mois prochain, mais plutôt à la période estivale prochaine. Pas de souci. Pour un numéro spécial. On sera là. Et puis évidemment, la chronique reprendra du service. Ce sera pour la saison prochaine, une vraie grande saison cette fois-ci, de septembre jusqu'à juin 2024. Ça paraît si loin et à la fois si proche. C'est ça. Merci beaucoup Julie. Mais je vous en prie. À bientôt. Salut. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio des Hauts-de-Rouen. On est le mercredi après-midi avec un temps, il faut le dire, qui est plutôt clément, pas trop chaud non plus. Oui, il fait beau. Assez agréable pour faire un duplex depuis le centre Malraux, évidemment au cœur des Hauts-de-Rouen, puisque je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Fanny Laurent. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes responsable du centre André Malraux. Tout à fait. Merci d'avoir Depuis accepté peu. l'invitation. Également en compagnie de Johan. Oui, moi je suis animateur au centre Malraux. Exactement, et qu'on connaît un petit peu plus, puisque Moi ta ça voix fait passe. 2 ans et demi que je suis au centre Malraux. Fanny vient d'arriver par contre.
Elle est arrivée au mois Ça fait d'avril. 2 mois. C'est ça. 2 mois. Ça fait 2 mois qu'elle est là. Et puis les auditrices et auditeurs t'ont déjà entendu aussi sur le Mix des Cultures, Oui. dans une autre vie, et puis Oui, c'est également vrai. aussi pour la promotion du centre Malraux. Oui, un j'essaye peu de plus tôt. passer pour faire un peu de communication sur le centre Malraux, sporadiquement, mais voilà. En général, j'essaye de venir quand il y a des animations. Exactement, et c'est une grande journée, j'allais dire point d'orgue, un peu qui va clôturer presque cette saison 2022-2023. Oui. Avec Léo font la fête de la musique. Oui, Première un journée de l'été. événement qui n'a pas eu lieu depuis 3-4 ans, je pense, peut-être même plus. Donc ça me tenait à cœur en tant qu'animateur musique de faire cet événement, la fête de la musique, qui est un événement national sur les Hauts-d'Ormont, parce que je trouvais que c'était intéressant quand même, puisqu'on a beaucoup de dispositifs musicaux. Et donc là, cet après-midi, se sont enchaînés tous les dispositifs qu'on peut avoir sur le quartier, notamment les Musica Weir, le Chœur de Cité, Style and Feeling, qui était qu'on vient de voir là, qui était un groupe de danse. Et puis après, par la suite, on va avoir Hockey Choral et puis une wave time électro-dansée proposée par Emmanuel Vaudine. C'est Pavillon. Qui C'est sera en un résidence projet. cet été chez Merci nous. Fanny, parce que moi je connais pas tout à fait bien le projet. Donc, Et qui va venir vous répondre tout à l'heure d'ailleurs. On y reviendra dans quelques instants sur ce dispositif et d'autres dispositifs évidemment qui sont promus au sein du centre André Malraux. J'imagine une envie partagée autant par l'ensemble du staff du centre André Malraux que par le public après cette pandémie, les restrictions. Ah bah oui. Là on revit. Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur. J'ai l'impression de revivre. Enfin, tout le monde, hein, le centre, les gens du quartier ont l'impression de revivre. Et c'était important d'être là ce jour-là, le jour de la fête de la musique, pour refaire un événement. Ça redonne des bases pour d'autres événements prochains. Voilà, puisque effectivement, pendant 2-3 ans, entre le Covid, le centre a été fermé pour travaux. Il n'y a pas eu de direction pendant 1 an. Voilà, il fallait remettre un petit peu le pied à l'étrier. Et je pense que c'est Et plutôt c'était une réussite. attente du public parce qu'ils sont très très nombreux aujourd'hui. Comment ça s'est passé la préparation de cet événement, puisque on peut le voir par rapport au programme qui va défiler tout au long de cet après-midi. C'est une concertation aussi avec des actrices, des acteurs qui participent déjà sur le territoire depuis quelques saisons. C'est ça, et c'est pas compliqué. Étant donné que j'avais l'envie de monter un projet pour cette fête de la musique, j'ai simplement envoyé un mail à tous les partenaires du quartier, et donc toutes les associations, toutes les structures du quartier. Et puis tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une grosse partie qui a répondu présent. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors on peut le On voir. a porté le projet et puis voilà, tout le monde s'est inséré à ce projet-là. Voilà. On peut revenir justement sur différentes structures et puis aussi différentes acteurs-actrices, Amélia Fagar ou encore les Musica Weir, qui travaillent avec le Centre Malraux déjà depuis plusieurs saisons. Amélia Fagar, là c'est la dernière représentation qui aura lieu sur le quartier, puisque sa résidence a duré 3 ans, elle se termine là, c'est fini. Donc voilà, en ce qui concerne Amélie, c'est terminé, mais c'était une résidence qui a duré 3 ans sur le quartier. Ils ont écrit en tout 30 chansons, je crois qu'ils l'ont dit tout à l'heure. Et puis il y a eu un concert vendredi dernier en ville, en centre-ville, avec tous les enfants de toutes les écoles. Donc là, il y a un petit peu d'enfants, mais c'est beaucoup moins qu'aux Emmurets. Donc voilà, en ce qui concerne le Chœur de Cité, les Musica Weir, c'est une formation rouennaise qui propose de l'improvisation musicale. Donc on les avait chez nous au Centre Malraux l'année dernière, et puis cette année ils étaient à Mixité, mais comme on partage le même bâtiment, en fin de compte ils sont restés plus ou moins chez nous, on est restés en contact. Et quand je leur ai proposé de venir pour la fête de la musique, ils m'ont dit oui sans problème. Donc voilà, ils sont en acoustique, ils peuvent jouer avec un peu tout le monde, c'est super. La chorale Isabelle Berthelot, Hockey Choral. C'est pareil, Isabelle est venue aussi avec son accordéon, donc je pense qu'à un moment il va y avoir un bœuf avec les musiciens. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais voilà comment ça s'est passé pour l'organisation de cette fête de la musique. C'est ma première organisation, hein, donc soyez indulgents. Alors, on y reviendra évidemment dans quelques instants, mais ce mercredi 21 juin n'est pas la fin évidemment des activités du Centre Malraux. On va évidemment y revenir dans quelques instants. Une question que je voulais vous poser, Fanny Laurent, en tant que jeune responsable, si vous me permettez l'expression, du Centre Malraux,
Comment voyez-vous justement ce nouveau challenge, cette nouvelle initiative que vous allez porter ici sur la Haute de Rouen? Moi, je veux mettre en valeur toutes les richesses qui sont déjà ici, qu'on ne voit pas forcément. Et là, aujourd'hui, vraiment, on voit toutes les forces qui sont mises ensemble sur un événement. C'est très agréable de voir en plus que les habitants répondent. Et donc, c'est une attente des habitants. Donc, j'espère vraiment qu'on y répond et que tout le monde, on va multiplier ce genre d'initiative. C'est d'une certaine manière faire part de mixité, alors mixité Oui, par tout à fait. rapport au public qui sont ici sur la Haute de Rouen, mais mixité aussi en termes de propositions Culturelle, oui, bien sûr. d'ateliers qui vont être proposés pour les saisons à venir. Oui, tout à fait. Et même pendant les vacances, on a des ateliers très variés. On a des masques, on a du land art, on a de l'origami, on a de la cuisine pour les adultes, on a de la peinture florale, on va fabriquer une boîte à dons, c'est extrêmement varié. On a 3 résidences cet été. On a une artiste qui s'appelle Lou Parizeau qui va venir travailler avec les habitants autour du couvre-chef, des chapeaux. On va avoir la Yule aussi qui va être en résidence, faire de la collecte de parole et faire une restitution sur le Vost à la fin août. Et nous aurons également, ça m'échappe, Lou Parizeau, la Yule et Pavillon bien sûr que vous allez tout à l'heure avoir en interview. C'est important justement de proposer des activités tout au long de l'été. On sait très bien qu'avec l'inflation, malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas l'occasion de partir en vacances. C'est important de penser justement à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin qu'avant. Oui, au mois de juillet, il y aura des activités tous les jours avec Pavillon justement sur la dalle et très variées. Elle vous en parlera mieux que moi, Emmanuel Vaudine, tout à l'heure. Alors concernant ces différentes propositions, ces différents ateliers, ça se passe comment? Je suis parent, je suis enfant, ado, j'ai envie de participer, quelles sont les modalités? Alors on peut s'inscrire à l'avance, mais on peut aussi venir en libre accès pour essayer, si ça nous plaît, on reste toute la semaine. On est très ouvert et accueillant, il y a du baby-foot, il y a du ping-pong aussi, s'ils veulent juste venir jouer et puis regarder d'un petit œil et puis après participer à l'activité, c'est possible aussi. Avec, j'imagine, des horaires d'ouverture qui accompagnent le développement de ces activités. Tout à fait, c'est ouvert donc tout l'été. Tu peux m'aider, je sais plus, les horaires. L'ouverture l'été? Oui. Oh bah, c'est 9h, 18h, il me Oui, semble, comme d'habitude. Oui. Avec, je sais pas si Fanny en a parlé, mais un accès libre donc du coup au baby-foot, à la salle de création musicale. Oui. Et à la ludothèque, puisqu'on a aussi une ludothèque au centre Malraux. Et puis on trouve le centre Malraux aussi sur les réseaux sociaux également. Oui, Facebook et Instagram. Oui, effectivement, j'en ai parlé ce matin à l'émission. N'hésitez pas, vous pouvez suivre un petit peu le programme du centre Malraux sur les réseaux sociaux, puisqu'on tient quand même la page assez régulièrement à jour. Donc page Facebook Centre André Malraux et page Instagram Centre André Malraux également. Voilà. Pour petite précision en termes d'activité, en termes de tranche d'âge, c'est, on peut dire, tout public pour la plupart des activités. Pour la plupart des activités, oui, c'est tout public, c'est familial. On essaye vraiment de pouvoir réunir les parents et les enfants. Oui, alors moi je peux peut-être rajouter en tant qu'animateur au centre Malraux, moi je suis en charge du public jeune. Moi. Donc on a un public âgé, on a tous les publics, mais on met la priorité quand même sur le public jeune du quartier. Ce qui me semble assez logique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le quartier est surreprésenté en matière de jeunesse, donc c'est normal qu'on destine nos activités en priorité aux enfants, mais forcément on propose aussi des choses pour les adultes, et les ados, et voilà. Un public jeune assez important, assez large, mais j'imagine pas forcément facile à aborder et à capter. Alors, pas facile à aborder, à capter, si y a de la sensibilisation en amont, des actions et tout ça, si, c'est faisable, si, la preuve, regardez là aujourd'hui, il y a du monde, mais ouais, non, il faut s'y mettre à l'avance. Effectivement, les gens du quartier n'aiment pas trop, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ils n'aiment pas trop le changement, donc il faut les sensibiliser, et à partir du moment où ils sont accompagnés, c'est un public tout à fait capable d'apprécier aussi la culture, la musique, le dessin. Mais il faut aller les chercher, il faut les accompagner. On est sur un quartier prioritaire, donc c'est pas le public général. Voilà.
Et puis j'allais dire, évidemment, pour les jeunes, pour les parents qui sont ici aujourd'hui, à l'occasion de cette journée spéciale sur la dalle de la Grand-Mare, peuvent faire aussi des propositions, peuvent venir vous rencontrer afin de Tout à fait. Au plus près de l'attente. Tout à fait. À l'accueil du centre, il y a un petit questionnaire. On demande aux gens ce qu'ils apprécieraient comme activité. Voilà. Puis on fait vraiment en fonction des demandes des gens du quartier. Ouais. Enfants, adultes. Et puis évidemment aussi toutes les infos que l'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook bien et sûr. Instagram. Merci beaucoup Fanny et merci beaucoup Johan Il n'y a pas de quoi. venu sur ce petit plateau improvisé. Merci à vous la radio HDR. Merci. Alors on vous souhaite évidemment de bonnes vacances, j'allais dire par avance. C'est pas encore tout de suite. En termes d'activité, je parle vacances en termes d'activité. Et puis on se donne rendez-vous à la rentrée pour valoriser cette nouvelle saison au sein du centre André Malraux. J'hésiterai pas à vous solliciter, comme là, puisque ça se passe plutôt bien. Avec un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous deux. Merci. Vous écoutez HDR. C'est sur le 99.1. 99.1. Merci d'avoir choisi le mix des cultures radio HDR. En ce mercredi 21 juin, nous sommes toujours devant le centre André Malraux sur la dalle de la Grand-Mare pour vous parler de ces hauts qui font la fête de la musique avec différents invités, différents intervenants qui vont se succéder évidemment tout au long de cet après-midi puisque ça continue jusqu'à 18h et on va parler justement d'une initiative qui va aller bien au-delà évidemment de cette journée de la fête de la musique et pour en parler j'ai avec moi Emmanuelle Vaudine. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, toutes celles et ceux qui aiment la culture vous connaissent déjà depuis plusieurs saisons puisque vous avez animé différents ateliers, spectacles. Exactement, et bien au-delà d'ailleurs de la métropole de Rouen, on peut citer nos amis Avrez et Avray qui vous connaissent bien aussi, oui. Le Volcan. Oui. Vous avez eu l'occasion justement de porter vos talents sur cette scène du Volcan. Oui, tout à fait. Moi je suis chorégraphe, je suis danseuse et chorégraphe, donc peut-être que les gens me connaissent du Havre parce que j'ai dirigé le Centre chorégraphique national du Havre. Mais là depuis 1 an maintenant, la compagnie Pavillon, qui est le nom de ma compagnie, est installée à Rouen, est basée à Rouen. Et je suis en résidence mission au Centre Malraux déjà depuis le printemps 2022, voilà. Et aujourd'hui, alors évidemment je suis là pour cette fête de la musique, mais aussi pour parler du projet qu'on installe sur la dalle de la Grand-Mare et dans le quartier avec le Centre Malraux, qui est le projet Pavillon Témoin, où plusieurs artistes vont être présents du 8 au 29 juillet. Alors des danseurs, des chorégraphes, mais aussi des poètes, une poétesse aussi, voilà, des artistes plasticiens. Et l'idée c'est d'être là pour faire des projets avec et pour les habitants. Donc il y a un ensemble d'activités qui sont proposées entre le 8 et le 29 juillet. Un grand banquet partagé gratuit, des danses partagées, des spectacles, des ateliers pour les enfants et les parents. Voilà, donc c'est tout un projet qui va se décliner ici et dans le quartier du 8 au 29 juillet. Justement, vous m'avez offert la transition il y a quelques instants. Comment on passe du Centre dramatique national à cette initiative qui s'appelle Pavillon ? Alors moi j'avais envie en tant que chorégraphe, alors le Centre chorégraphique national c'est vraiment une institution labellisée par l'État et il y a énormément on est à la fois chorégraphe, on est à la fois à la direction artistique de sa compagnie, mais on dirige aussi une institution, donc c'est une double casquette et c'est vrai que j'ai dirigé ce centre chorégraphique pendant 10 ans et j'avais envie de retrouver un peu ma liberté d'artiste et puis revenir en compagnie et puis mener des projets aussi un petit peu hors des sentiers battus parce que ce projet là qu'on va mener pour la première édition ici sur la dalle de la Grand-Mare, c'est un projet un peu expérimental, c'est-à-dire que j'ai vraiment demandé aux artistes de venir travailler leur création ou de faire un projet qui soit vraiment en lien avec les habitants et pour les habitants et qui soit dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement sur une scène de théâtre. Donc c'est un peu la nouveauté de ce projet, voilà. Et puis il faut aussi que cette mixité transpire à travers cette initiative. Oui, j'avais envie Bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression que c'est difficile de renouveler les publics qui vont dans les théâtres. Donc il faut que les artistes sortent des théâtres. Il faut aussi que l'art il soit
je dirais accessible aussi depuis l'espace public, quoi, et pas uniquement dans le théâtre. Et il faut aussi que les enfants, qui sont aussi les spectateurs de demain, ils puissent toucher ça, un peu là où ils sont, quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mené ce projet. C'est une certaine forme de chorégraphie de devoir justement le faire en lien avec les habitants et en lien avec les différentes cultures qui font ce brassage aussi sur les Hauts-de-Rouen. Oui, on a vraiment rencontré beaucoup d'associations là dans le quartier pour mener ce projet-là et pour essayer de voir aussi d'avoir des forces vives, hein, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de rassembler du monde derrière des projets, et surtout pour une première édition, puisqu'on est là sur cette première édition, mais il y en aura une autre en juillet 2024. Donc voilà, tout le travail en fait en amont, c'est un peu aussi de solliciter les associations et de leur dire, et de leur demander qu'est-ce qui marche pas, de saisir aussi un petit peu ce qui fait la vie de ce quartier pour pouvoir mieux l'appréhender. Alors parmi les différentes formes d'art, on peut en citer quelques-unes, la danse ou encore l'art plastique qui sera au cœur de ce projet. Oui, Alice Baud, elle est on dit plasticienne, hein, parce qu'elle travaille les arts plastiques, mais là elle a un projet qui est beaucoup plus poétique. Elle va installer une cabane à poèmes, hein, sur la dalle, et elle va distribuer des petits poèmes comme ça, qu'elle va écrire un peu en rencontrant des gens. Et puis aussi elle va proposer un projet où elle va demander aux habitants des témoignages, et puis ensuite elle va composer un petit livret comme ça, et elle va proposer aux habitants de l'aider à relier cette petite édition avec une reliure un peu spéciale, puisque c'est une reliure japonaise. Donc ça, ce sera fait aussi avec les habitants et les habitantes qui ont envie de venir participer à cet atelier, et ensuite on remettra ce petit livret aux habitants. Et ce sera au moment du banquet qu'on organise, qui est un banquet gratuit pour 150 personnes devant le centre Malraux, et où à ce moment-là on remettra aussi le petit livret aux habitants. Voilà. C'est important justement de le faire durant la période estivale où malheureusement et souvent culturellement c'est la période qui est un peu creuse. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on avait envie aussi d'être là au mois de juillet, c'est-à-dire que c'est le moment où les enfants savent peut-être pas trop quoi faire, où les parents ne savent pas non plus ce que leurs enfants peuvent faire. Donc c'était important pour nous que ça se déroule sur un temps qui soit pas un temps scolaire. Et j'imagine pas forcément de prérequis pour... Aucun prérequis. Là, il y a vraiment, il y a un atelier, l'atelier gonflé que j'avais déjà fait au moment de la fête de la danse dans la cour de l'Esadar, qui est une grande bulle transparente sur laquelle les enfants viennent expérimenter des jeux de poids. Il y aura le spectacle Belles et Boîtes aussi le 8 juillet dans la foulée de l'atelier gonflé dans la salle de spectacle de Malraux. C'est vraiment, c'est ouvert à toutes et à tous. Donc absolument aucun prérequis. Oui. On peut le voir en effet en termes d'activité d'été ici sur l'Adèle et au centre Malraux. Chaque samedi, une activité qui sera proposée. Oui, mais toute la semaine, alors là, on a marqué effectivement le samedi 8 juillet, le samedi 15 juillet qui sont des temps forts. Mais en fait, ça va durer vraiment du 8 au 29 juillet, quasiment tous les jours. Sauf les dimanches, je crois. Voilà, ce sera du lundi au samedi, entre le 8 et le 29 juillet. Et puis là, il y a des gros temps forts qui sont le samedi 8 juillet, le samedi 15 juillet, le samedi 22 juillet. Mais sinon, toute la semaine, il y aura une présence des pavillons témoins. Et puis, il y aura une petite buvette. Voilà, on essaiera aussi d'être présent dans l'espace physiquement devant le centre Malraux. On peut citer d'ailleurs les partenaires qui vous suivent et qui sont de nombreux partenaires institutionnels qui croient en ce projet aussi. Oui, bien sûr. Alors il y a évidemment on est soutenu, la compagnie Pavillon est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC, la région, la ville de Rouen, la métropole, et puis aussi ma compagnie est aussi implantée dans l'Eure, dans le département de l'Eure. Voilà, tous ces partenaires sont là pour le département 76 aussi. Donc c'est un projet qui est effectivement soutenu et accompagné par les différentes institutions que l'on connaît, tutelles. Voilà. Alors évidemment, on peut retrouver l'ensemble du programme sur les flyers et puis aussi sur cette plaquette qui explique l'ensemble des initiatives, des projets qui sont menés par l'ensemble des intervenants, intervenantes pour cette saison. Alors je parle de saison puisque c'est vrai que souvent et malheureusement, il y a beaucoup d'initiatives mais qui sont en une seule étape ou une seule saison. Là justement le but c'est de créer une espèce de synergie mais aussi une espèce de dynamique qui va perdurer dans le temps. Exactement, l'idée c'est donc les premiers pavillons témoins, donc ils ont lieu cet été, mais on reviendra et ils auront lieu à nouveau en juillet 2024. Voilà.
l'idée c'est d'installer une dynamique artistique aussi dans le quartier et qui, on espère, fera naître aussi d'autres initiatives. Mais c'est en tout cas de pérenniser un peu cette idée de l'art un peu accessible partout dans l'espace public. Voilà. Et j'imagine aussi peut-être avec d'autres artistes. Exactement, d'autres artistes qui prendront le relais en 2024 et aussi des performances dans l'espace public qui auront lieu en 2024 en plus des pavillons témoins. Alors vous faites d'ailleurs, au-delà évidemment d'être coordinatrice de pavillon, vous faites partie aussi des artistes qui concoctent cette programmation. Oui, moi je présenterai donc le petit spectacle Belles et Boîtes, qui est un petit spectacle à la table, un petit théâtre d'objets dans le centre Malraux, donc le 8 juillet à 17h, et puis j'animerai l'atelier gonflé aussi le 8 juillet, et puis sans doute aussi les danses partagées. J'essaierai de faire tout ça, voilà, d'être à la fois artiste et coordinatrice. Et puis aussi un petit mot concernant une compagnie qui fait de plus en plus parler d'elle. Elle est présente sur le territoire métropolitain. C'est la Presque Compagnie aussi. Oui, Charlotte sera là, Charlotte Rousseau sera là, et elle sera là pour faire aussi des impromptus chorégraphiques. Alors ça va être un petit peu la surprise avec Charlotte, parce qu'elle va se saisir vraiment des moments de rencontres qui vont se produire sur la dalle. Voilà, donc elle va être assez présente pour ces rendez-vous qu'elle a appelés rendez-vous un peu sauvages, voilà. Mais on est très contente d'avoir une artiste aussi rouennaise qui avec nous dans ce projet. Et j'imagine aussi une belle initiative, un beau challenge, de se faire rencontrer les différents publics ici sur les Hauts-de-Rouen, mais pas forcément que les Hauts-de-Rouen, je veux dire les habitants d'autres quartiers comme Gramont. Oui, bien sûr, j'espère bien que les habitants vont venir. C'est effectivement, nous on est installés ici, mais bon, on a aussi rencontré des associations qui sont, je pense à Solidarité Plateau, qui est un peu plus loin. Voilà, c'est pas cantonné à rencontrer uniquement les associations de la dalle, quoi. On a essayé d'aller un petit peu dans les autres quartiers aussi à côté. Et puis ces informations, j'imagine qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, physiquement, les plaquettes sont disponibles. Voilà, ici, au centre Malraux, il y a une petite plaquette rouge avec écrit pavillon, témoin, et puis il y a des petits flyers avec les horaires et les dates. Et puis ensuite, on peut évidemment sur le site pavillon trouver toutes les informations sur notre site, quoi, pavillon singulier-s.com, voilà. Évidemment, un moment que l'on partage pour les plus jeunes et aussi pour la famille, qui se passe ici sur les Hauts-de-Rouen. Mais je voulais faire un petit aparté au-delà des Hauts-de-Rouen. Il y a aussi une seconde vie justement de pavillon qui aura lieu à quelques encablures. Là, il faudra on fait une petite référence après l'Armada. On continue un petit peu à parler de la scène. Oui, c'est ça, parce qu'on sera les pavillons témoins, ils ont lieu dans ce quartier-là, mais les artistes vont se dédoubler parce qu'ils seront aussi dans la boucle de Roumar, qui est donc cette boucle de Seine qui est après Canteleu, où il y a 4 communes dans cette boucle de Roumar qui accueillent aussi 3 semaines de pavillons témoins. Quasiment en même temps, au mois de juillet. Donc là, on est vraiment dans un autre paysage, espace. On est en ruralité. Donc ce sera aussi des activités. Il y aura aussi un banquet, mais il y aura des activités un peu aussi différentes, avec des projets un peu différents. Mais en tout cas, il y aura 2 territoires de pavillons témoins cet été. Eh bien, très belle initiative et longue vie, on l'espère. Bon vent, si on peut prendre l'expression, à pavillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez HTR. Merci d'avoir choisi le mix des cultures, toujours sur la dalle de la Grand-Mare, pour les hauts fonds, la fête de la musique. Et en termes d'invités, on est assez gâtés, on est assez chanceux, puisque cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être avec Amélie Affagar. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, pour te replacer, tu es la directrice artistique de la compagnie Zamélie Boom. Absolument. Qui foisonne, de projets. Oui, c'est surtout en ce moment là, c'est un peu Je suis un peu sur les genoux, mais je suis contente d'être là. Je suis vraiment contente que la dalle, elle vive de cette façon. J'imagine bien. Alors, cette dalle, tu la connais très bien puisque tu es en résidence et là, ce travail va clôturer il y a 3 ans. 3 ans ici sur le quartier, même plus parce qu'on avait commencé un projet il y a 5 ans. Donc en fait, ça fait presque 5 ans que je suis là, pas quotidiennement, mais vraiment souvent.
Qu'est-ce que t'ont apporté justement tant au niveau de la compagnie que même personnellement, justement ce travail mené ici sur les Hauts de Rouen? C'est un peu indescriptible ce qui s'est passé avec Cœur de Cité. Il y a eu une espèce d'émulation collective, un foisonnement humain et artistique je crois que j'ai pas les mots aujourd'hui. Je suis trop encore dans l'émotion de tout ce qui nous est arrivé depuis. Ça fait en 3 ans, on a écrit plus de 40 chansons avec les enfants. Et des chansons de plus en plus belles, de plus en plus fortes, qui témoignent de ce qui se passe dans le quartier. C'est fou, quoi. Surprise du résultat? Surprise, non, parce que je connais la richesse des enfants, mais impressionné par leur talent. Alors en effet, ce sont des dizaines et des dizaines d'enfants qui se sont succédés sur donc 3 saisons, c'est bien cela? Oui, 3 saisons. On a pu suivre 2 années de suite les mêmes enfants. Il y en a qui sont allés au collège, mais là dans la chorale tout à l'heure, j'en ai vu qui étaient du collège, qui sont venus chanter Cœur de Cité, ça m'a bouleversée. Et puis, c'est ça, des enfants qui ont écrit eux-mêmes leurs paroles de chansons à travers des jeux d'écriture, et puis la musique avec Philippe Vermont, mon acolyte, sans qui Cœur de Cité n'existerait pas aussi bien. Alors ce travail évidemment qui a été mené ici sur le territoire, ce chœur n'est pas le seul, il y a aussi cette idée du bal qui a été proposée également au Centre Malraux. Là aussi c'est une autre manière de faire une proposition à ce public ici sur les Hauts de Rouen. Moi je crois que ce que j'aime c'est que les gens se rencontrent, que ce soit par la musique ou par la danse, qui se rencontrent soit pour un court instant, soit pour toujours, parce que je crois que les gamins là ils ont tissé des liens qui les sépareront peut-être jamais. Donc le bal choral Nomadski, si je prononce bien. Exactement. Qui a été proposé ici au Centre Malraux. Ouais. Et puis un petit peu plus loin, pas si loin que ça quand même, puisque ça fait partie de l'Étincelle, également aussi les Hauts Enchantes, un autre projet aussi qui a fleuri également sur les Hauts de Rouen. Oui, avec un travail avec Philippe Gibaud et puis toute l'équipe de l'Étincelle, qui était aussi un très très beau projet, plus autour des musiques traditionnelles du monde et puis des chants du monde. Et on avait fait un grand bal aussi qui était fantastique, avec une grande mixité culturelle, intemporelle. Les gens qui dansaient, c'était drôle, des danses bretonnes en boubou africain, ça me faisait marrer. Il y avait, voilà, c'est ce que j'aime, les rencontres. Ces actions culturelles menées grâce à la compagnie Zamélie Boom, elle fait partie, j'imagine, de l'ADN, mais c'est important, surtout en cette période, de se reconnecter culturellement. Exactement, je crois qu'en ces temps tourmentés, on a besoin des autres, finalement, même si malheureusement la société fait que, on dirait que tout s'organise pour que les gens soient de plus en plus solitaires, autour de leurs écrans, surtout pas sortir. Le Covid a fait beaucoup de mal aussi. Et puis c'est comment se retrouver, se rencontrer et plus avoir peur de l'autre. Alors, j'imagine, au-delà des souvenirs, évidemment, que tu retiendras ici de tout ce travail et puis aussi de cette connexion avec le jeune public, tous ceux qui ont transité parmi les différents projets, de garder tout de même un lien avec les Hauts de Rouen, même si ce travail de résidence se clôture là dans le cours des Oui, jours. je pense que déjà les enfants, on se demandait comment faire, peut-être avoir un blog sur lequel on pourrait continuer à échanger, parce qu'il y a des gamins qui se sont vraiment mis à écrire de la poésie, à écrire des chansons. Il y a un gamin qui m'a envoyé un texte terrible il y a 2 jours. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'assez magique. Voilà. Je dis toujours, je sème des graines et je ne sais pas quelles fleurs pousseront, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui poussera. Ce qui pourrait peut-être donner vocation à ce que ce cœur de cité continue, peut-être sous une autre forme, mais puisse continuer. Cœur de cité, il va continuer, parce qu'on a eu une demande de la ville de Rouen pour qu'on le fasse voyager pas très loin, à Gramont, dans le quartier Gramont. Et du coup, moi, j'ai en fait pour projet de peut-être que les quartiers se rencontrent, qu'ils échangent et qu'ils fassent de la musique ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de quartiers qu'on appelle QPV, quartiers prioritaires de la ville. Ils sont nombreux, rive droite et rive gauche. Donc j'imagine, au niveau des idées, c'est exponentiel finalement de pouvoir travailler avec ces quartiers, ces différents publics aussi répartis sur l'ensemble de la métropole. Oui, c'est ça. Et je pense que l'année prochaine, ce sera un gros travail. La première année, elle est toujours plus difficile parce que faut rencontrer les partenaires du territoire en fait. Parce que moi, je travaille pas qu'avec les écoles. J'ai envie que les associations se rencontrent, qu'on favorise les échanges entre des gens qui se seraient pas rencontrés. C'était le cas ici, quand on a écrit des chansons avec des gens du quartier qui n'avaient jamais écrit et qu'on
on les a fait chanter, les chorales éphémères d'adultes. On avait fait un travail aussi sur le terrain avec les ados du quartier. Là, cette année, la compagnie elle a embauché un super gars qui s'appelle Tank, un rappeur qui travaille avec les ados de mixité. Enfin, tu vois, c'est essayer de créer des connexions comme ça entre le plus de monde possible. Et puis donner ces lettres de noblesse aussi, un patrimoine dont on commence à en parler un petit peu, c'est ce patrimoine immatériel. Exactement. En fait, c'est ce que tu emportes dans ta mémoire. Ce que tu emportes et qui te suivra toute ta vie, ça fera partie de ton ADN. Donc dans les différents projets, Grammont évidemment, mais j'imagine que pour la compagnie, c'est pas le seul projet évidemment qui va être mené à terme et qui va aussi germer, qui va mûrir au fur et à mesure. Bah ouais, j'entre en création moi pour un spectacle de chansons, mes chansons pour le coup, c'est pas celles des gamins, mais bien qu'il y en a qui franchement j'avais presque envie de chanter tellement elles étaient belles. Et on entre sur un nouveau projet chanson là qui sortira j'espère en 2024. Donc une prochaine saison riche pour la compagnie Zamélie Boom. Et oui, encore plein de belles choses en perspective. Bien sûr, pourquoi pas te recevoir avec plaisir, avec plaisir. Merci, merci à vous pour tout ce que vous faites comme beau projet aussi. Merci beaucoup. Et puis au lieu de parler des Hauts-de-Rouen, cette fois-ci on parlera de Grammont. On va équilibrer un peu la balance de cette rive gauche et de cette rive droite aussi. Avec grand plaisir, voilà. Qu'il y ait un pont entre la rive gauche et la rive droite, voilà. Exactement. Mais un vrai pont. Et pas la Seine comme barrière des deux quartiers. C'est peut-être la magie de Rouen 2028. Je l'espère. De reconnecter à nouveau ces deux rives et de faire d'une seule et même ville. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Amélie. Toute la culture HTL. Et voilà, toujours sur les Hauts-de-Rouen et toujours lors de cet événement, les Hauts-Fonds, la fête de la musique en ce mercredi 21 juin qui a pris place évidemment tout au long de cette journée et de cet après-midi, tout particulièrement sur la dalle de la Grand-Mare. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, donc on va rectifier ce petit oubli car vous allez voir quelques petits supports sonographiques, des vinyles pour les plus anciens. Les plus jeunes connaîtront peut-être un peu moins, quoique ça revient dans l'air du temps le vinyle, c'est ça qui est dingue avec les modes. Ça se démode et ça revient, des fois on sait même pas pourquoi, mais voilà quelques vinyles, quelques petites galettes qui font office un petit peu d'exposition plus ou moins définitive évidemment sur cette dalle de la Grand-Mare. Et on va parler cette fois-ci musique avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. De l'association Les Musiques Zaouïr. Tout à fait. Que les auditrices et auditeurs connaissent pour celles et ceux qui fréquentent le centre André Malraux. On va revenir sur ces actions au centre André Malraux bien évidemment, mais juste avant, petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore votre association. Pouvez-vous nous présenter les Musiques Zaouïr? Oui, tout à fait. Alors les Musiques Zaouïr, c'est un ensemble de musique qui est né plutôt autour des musiques jazz au départ, qui a 25 ans d'existence et assez vite il y a vraiment un travail qui a été fait autour de la rencontre entre différentes esthétiques, différents univers. Le jazz mélangeait beaucoup au texte, notamment texte poétique, texte à travers la chanson, à travers des rencontres avec le théâtre aussi. Voilà, donc c'est un ensemble qui propose des musiques assez différentes selon les répertoires proposés, allant vraiment du jazz à des musiques plus improvisées, de la chanson, du texte, voilà. Et parallèlement, c'est un ensemble qui est implanté depuis maintenant 5 ans sur les Hauts-de-Rouen. On est en résidence à long terme autour du centre André Malraux, de l'association Mixité aussi. Donc résidence autour de plusieurs axes qui sont en gros des concerts dans l'espace public, des concerts dans les écoles et des ateliers d'improvisation, pratique de l'improvisation. Alors un petit point de français, puisque c'est un terme qui n'est peut-être pas des plus usités ici pour le jeune public. Ouïr, c'est un très très vieux mot, on remonte jusqu'à l'époque médiévale du Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ouïr? Alors ouïr, c'est un joli mot avec oui dedans, mais c'est un synonyme d'écouter. C'est ce que c'est.
On se pose beaucoup la question de la différence entre le son et le bruit. Et ouïr les sons autour de nous, c'est se poser la question de la musique qu'on peut produire à partir d'un peu de tout, qu'on peut entendre aussi, pourquoi pas, dans les sons de la nature, qu'on peut essayer de... Donc voilà, ouïr, c'est vraiment une écoute active, on va dire. Et ces Musiques Zaouïr ont justement un talent et une écoute active au sein des Hauts-de-Rouen, puisque vous êtes un petit peu dans cette maison commune depuis déjà plusieurs saisons, les Musiques Zaouïr. Alors qu'est-ce que vous avez déjà pu proposer durant les saisons précédentes ici pour celles et ceux qui ont bénéficié de votre association sur le centre Malraux? Alors depuis 2018, on a proposé pas mal de choses différentes, des ateliers, donc les ateliers d'improvisation qui sont un peu le fil conducteur depuis 3 ans maintenant. Tous les mercredis matin à Mixité, juste à côté du centre Malraux, découverte de la musique et de l'improvisation, découverte des instruments à travers l'improvisation. En fait, on prête des instruments aux participants et on leur apprend à jouer ensemble, s'écouter sans savoir forcément jouer d'un instrument. On n'est pas là pour apprendre à jouer d'un instrument, mais plutôt apprendre à s'écouter, apprendre à communiquer, à interagir. Voilà, donc ça c'est un peu le fil conducteur. Parallèlement, on mène des ateliers d'écriture aussi ponctuellement, autour de jeux d'écriture, de contraintes littéraires. Et on propose des concerts dans l'espace public auprès des différentes associations, des différentes personnes qu'on peut rencontrer sur les Hauts-de-Rouen, au pied d'immeubles, dans les parcs, dans les jardins partagés. D'ailleurs, on joue jeudi prochain, le 29, dans le jardin en face du restaurant Léo à table et du collège Georges Braque. Après l'école, aux alentours de 16h30, de 16h30 à 19h, on sera là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a été en résidence toute l'année au collège Boileau, autour de pareil, texte et musique. Une très belle rencontre avec ce collège, l'équipe de ce collège et les enfants de ce collège. Voilà, plein d'axes différents. Et pour revenir un petit peu plus près dans le temps, pas plus tard que cet après-midi, aujourd'hui aussi, vous avez participé à cet événement. Les Hauts font la fête de la musique. Oui, tout à fait. On a proposé du coup une restitution du travail mené en atelier d'improvisation toute l'année. Et on a proposé aussi quelques chansons avec Agathe Bloutin, qui est accordéoniste chanteuse et qui participe régulièrement à nos actions sur les Hauts-de-Rouen. Alors évidemment, c'est un événement comme aujourd'hui qui clôture d'une certaine manière un peu cette saison. En parlant évidemment de saison scolaire, de saison étudiante, mais évidemment les Musiques Zaouïr, ça va continuer à la rentrée prochaine. Sans trop en dévoiler, quelles seront les prochaines lignes, les principales lignes qui seront développées par votre structure à la rentrée de septembre? Alors déjà, notre présence sur les Hauts-de-Rouen continue à la rentrée de septembre. On continue les ateliers du mercredi en lien avec Mixité. On continue les concerts, enfin voilà, on sera toujours sur les Hauts-de-Rouen pour pas mal d'actions qui vont se construire progressivement. On n'a pas encore évidemment tout ce qui se passe, mais on sera encore là. Parallèlement, qu'est-ce qu'on peut dévoiler? On peut dire d'ores et déjà qu'à l'automne, il y aura un festival autour de la musique Zaouïr et de la bicyclette qui s'appellera Louis Cyclette, festival itinérant qui se passera dans différents endroits en Normandie, à Rouen, mais aussi en région parisienne. Faudra suivre ça. Voilà, il y aura plusieurs événements. Et qui seraient proposés à quelle période à peu près? Essentiellement en novembre-décembre. Ça commence fin octobre en région parisienne et puis il y aura plusieurs rendez-vous en novembre et décembre en Normandie. Eh bien, ça donnera l'occasion de refaire un petit point avec les Musiques Zaouïr à la rentrée prochaine et puis avec grand plaisir pour vous faire passer sur le plateau de la radio des Hauts-de-Rouen. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julien des Musiques Zaouïr. Merci, au revoir. HDR Music. HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. I feel it.
suite, monsieur. Toujours sur HDR, toujours sur la dalle et avec un temps agréable, non pas caniculaire, et ça fait vachement plaisir, surtout qu'on est en plein soleil. On continue évidemment notre petit parcours ici lors de ces hauts fonds, la fête de la musique en ce mercredi 21 juin, car oui, les Hauts-de-Rouen font aussi leur fête de la musique et on va parler justement cette fois-ci activité avec Olivier Miller. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, animateur et responsable de la ludothèque au sein du centre André Malraux. Différentes activités qui vont aussi perdurer, comme l'a précisé Fanny Laurent, la responsable du centre Malraux, tout au long de cet été. Alors, on va revenir déjà pour être dans l'espace temporel. À aujourd'hui, on peut voir en effet de nombreux jeux qui sont disposés juste devant ce centre André Malraux. Oui, en effet, donc c'est des jeux qui ont été faits à plusieurs occasions. Certains avec des jeunes l'été dernier, d'autres encore avec un autre groupe de jeunes à l'automne. Et puis une grosse partie avec des adultes d'éducation-formation. Donc création de jeux, les plans, la fabrication et l'animation. Donc il y a eu déjà la semaine dernière sur les quais Rive Gauche dans le cadre de l'Armada et puis aujourd'hui pour la fête de la musique. Alors parmi ces différents jeux, puisqu'il y a différents stands, on peut le dire, c'est le développement durable aussi qui fait partie de cette initiative puisque c'est à partir de récupération. Ouais, beaucoup de récup, alors avec ce qu'on peut trouver à droite à gauche et puis on est en lien avec l'atelier qui est pas très loin et qui récupère tout type de meubles. Donc voilà, avec du bois de récupération, des planches, on arrive à faire des jeux pour petits et grands et ça a toujours un franc succès. Et des jeux, j'allais dire, qui plaisent aux tout petits, aux jeunes, mais qui sont pas forcément si jeunes que ça, ces jeux. Ah non, c'est des jeux, pour la plupart, c'est des jeux traditionnels. Il y a quelques inventions originales, parce qu'on a eu des stagiaires créatifs, mais la plupart sont en effet des jeux traditionnels. Alors on peut donner quelques exemples de jeux, ça se passe comment là? Celui qui est justement à côté du stand de la radio, là faut être plutôt agile. Tout à fait, alors celui-ci c'est justement une création originale. Comme on avait en point de mire l'animation sur l'Armada, c'est un jeu qui ressemble un peu à un bateau et où le but est de dégommer des morceaux de bois qui sont positionnés sur le mât. Donc un jeu de précision, d'adresse. Évidemment, celui qui gagne a le plus grand nombre de points. Exactement. Et autre jeu, on peut... Alors, on va pas faire la liste évidemment de tous les jeux, mais on peut en citer quelques-uns. Ouais, on a le jeu de palais tout à fait classique, le passe-trap où il faut passer les palais... Alors on le propulse avec un élastique et ça doit passer par une trappe centrale. Qu'est-ce qu'on a? On a des labyrinthes coopératifs à manipuler à plusieurs. Voilà. Un Jenga géant. Voilà, différents jeux. Alors ces jeux évidemment, comme celui qui figure là juste à côté de nous a été présenté lors de l'Armada, a été également aussi présenté aujourd'hui. J'imagine qu'il y aura d'autres occasions pour pouvoir y jouer. Bien sûr, ouais. Une fois que ces jeux-là sont créés, on peut les ressortir à chaque fois que l'occasion se présente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore là, ils ne sont pas tous sortis. Mais on peut animer une quarantaine de personnes simultanément, rien qu'avec les jeux en bois qui ont été créés là sur un an. Alors ça fait partie des nombreux jeux que possède justement votre ludothèque. Alors ludothèque qui elle fait partie évidemment intégrante du centre Malraux tout au long de la saison. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans cette ludothèque? Alors dans la ludothèque on a un peu plus de 200 jeux de société. Et puis des jeux et jouets pour les plus petits. Principalement, voilà, c'est ça qu'on va trouver à la ludothèque pour toutes les tranches d'âge, de la petite enfance,
sans limite haute d'âge. C'est vrai que les jeux de société, ça va de, comme dirait l'expression, de 7 jusqu'à 77 ans et plus. Voilà, c'est ça. Et j'imagine parmi les jeux qui sont proposés, donc près de 200 jeux qui sont disponibles ici au centre André Malraux, il y a des jeux qui cartonnent de plus en plus, ce sont les jeux de rôle. J'imagine qu'ils en font partie. Alors en jeu de rôle, on a le loup-garou qui fonctionne pas mal. Sinon, c'est pas... Le jeu de rôle, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que c'est souvent des parties assez longues. Et voilà, soit les gens n'ont pas la patience, soit nous aussi, on n'a pas forcément l'amplitude horaire qui le permet. Donc, c'est pas le cœur de nos jeux. On a des jeux de cartes, des jeux à base de dés, des jeux coopératifs, des jeux sur l'imaginaire, des jeux de plateau. Voilà, beaucoup de choix, mais les jeux de rôle, pas trop encore. Alors il n'y a pas que les jeux de rôle et que les jeux tout court évidemment qui sont proposés au sein du centre Malraux. Ce sera également le cas pendant la période estivale avec un concept qui s'appelle les ateliers d'Olivier. En quoi ça consiste ? Alors, les ateliers d'Olivier, pour le coup, on sort un peu du jeu pur et dur. Donc moi, je serai là tout le mois d'août, les 5 semaines d'août, avec la ludothèque ouverte de 14h à 18h tous les jours du lundi au vendredi. Et après, moi, je propose des ateliers tous les matins de 10h30 à 12h15. Et je suis parti principalement sur les portraits, les masques, donc avec des techniques différentes par semaine, des créations de masques en papier mâché, création de masques en argile, avec une technique de jouet-collé, des portraits pastel encre, et puis sur la petite, il y aura une semaine à la découverte de l'origami. Origami qui fait de plus en plus d'adeptes, j'ai envie de dire. Oui, on verra. J'espère que le public sera au rendez-vous. On essaye de proposer des choses variées pour tous âges. Un détail qui n'est pas des moindres, c'est concernant cette ludothèque évidemment qui est ouverte tout au long de la saison en termes évidemment scolaires. Quelques modifications, mais cette ludothèque, elle sera tout de même disponible, elle sera ouverte aussi à des horaires différents pendant la période estivale. Alors oui, cet été, ça sera uniquement au mois d'août, sur les 5 semaines d'août de 14h à 18h. Et sinon, sur la période scolaire, c'est ouvert tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h et tous les mercredis et samedis de 14h à 18h. Donc de quoi bien combler ce mois d'août. C'est ça. Merci beaucoup Olivier en tout cas. Merci à vous. De parler de la partie ludothèque et puis on aura l'occasion évidemment d'en reparler pour la prochaine saison et la rentrée de septembre. Merci beaucoup. Avec Olivier. plaisir, merci. On change d'intervenant mais on va rester un petit peu dans le même domaine, dans le domaine du jeu, puisqu'après Olivier, on a le plaisir d'avoir toujours sur notre plateau Valérie Join. Bonjour Valérie. Vous êtes personne ressources, éducation et formation. Alors avant de revenir sur votre poste et votre implication au sein de la structure, on peut peut-être déjà présenter en quelques mots ce qu'est éducation et formation pour nos auditeurs. Alors on va essayer. C'est une association qui fête ses 50 ans, qui a commencé donc en 72 je crois. Et qui a pour objectif d'une part l'immersion linguistique, donc d'apprendre le français à des gens qui arrivent sur le territoire ou qui sont déjà sur le territoire mais qui ont des besoins d'approfondir. Et d'un autre côté, la formation professionnelle. Donc des gens qui soit sont en reconversion professionnelle, soit cherchent un premier emploi. Et donc pour des adultes. Éducation et formation, justement, elle est disponible et elle est où ici sur la métropole de Rouen ? Alors, c'est une association qui a des sites sur la Seine-Maritime et sur l'Eure, qui compte actuellement à peu près 350 salariés. Sur la métropole de Rouen, il y a donc le siège qui se trouve boulevard de Verdun. Ensuite, vous avez un site sur les Hauts de Rouen,
un site à Petit-Quevilly, un site à Saint-Étienne-du-Rouvray, un site sur Barentin-le-Trait. Voilà, puis après, vous avez des sites sur Le Havre, sur Dieppe, sur Évreux, sur Bernay. Qui permet de couvrir, d'avoir un maillage assez dense sur la métropole Rouen-Normandie, même sur un peu plus que le reste du département, bien évidemment. Concernant justement éducation et formation, j'imagine que chaque éducation et formation doit avoir certaines spécificités. Le public n'est pas forcément le même entre Barentin, entre les Hauts-de-Rouen, entre la rive gauche par exemple. Alors effectivement, il y a plusieurs types de publics qui dépendent des territoires. Vous aurez plus de public en demande d'approfondissement de la langue française sur les Hauts-de-Rouen et peut-être plus de public sur de l'insertion pro sur Barentin. Ensuite, on propose différents dispositifs. En fait, on accompagne différents dispositifs qui peuvent être des dispositifs, encore une fois, de savoir langue française, aussi bien que des dispositifs de remise à niveau généraliste. On se remet à niveau en maths, en français, en numérique. Mais vous allez avoir après des dispositifs autour de chantiers d'insertion, par exemple, où on va travailler autour de la restauration, autour du maraîchage, autour du calorifugage, peut-être sur d'autres sites, quoi. Concernant plus précisément ici le secteur des Hauts-de-Rouen, quelles sont ses spécificités, du moins quelles sont les choses les plus demandées, on va dire, qui correspondent justement à ce qu'attendent ce public des Hauts-de-Rouen? Alors il faut bien comprendre que le public qu'on reçoit nous a été principalement orienté par des partenaires, entre autres Pôle emploi évidemment, ou des missions locales, et que sur les Hauts-de-Rouen, nous faisons du hashtag Avenir, qui est vraiment un dispositif de construction de projets professionnels, et du savoir essentiel, qui est un dispositif de remise à niveau. Après, on va faire aussi un petit peu de savoir bureautique, et puis pour l'instant, on a aussi un groupe en alphabétisation, donc de gens qui viennent spécifiquement apprendre à lire et écrire. Et ça concerne combien de personnes en moyenne que vous aidez ici sur le territoire, sur les Hauts-de-Rouen plus précisément? Alors ça dépend vraiment des périodes et des demandes. C'est vraiment très variable. Actuellement, je dirais qu'on doit être autour de 80 personnes, je pense. Ce qui est quand même assez important, mine de rien. C'est assez important. On a connu plus, moins aussi. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Pour revenir par rapport à notre invité précédent, justement Olivier, qui parlait de Jean Bois, là c'est une belle initiative qui a été menée en commun, et éducation et formation a fait partie aussi de cette boucle. Alors oui, j'avais croisé Olivier sur le dernier trimestre 2022 et nous avons déjà fait un projet en commun autour de la ludopédagogie, ce que pouvaient apporter les jeux à des adultes en formation. Ça s'était très bien passé, on a eu envie de retravailler ensemble. Et donc nous sommes partis sur cette idée de faire construire des jeux en bois à des apprenants et à leur faire animer ces jeux avec différents publics. Donc la semaine dernière pendant l'Armada sur les bords de Seine, cette semaine pour la fête de la musique sur la dalle de la Grand-Mare. Alors évidemment, on peut dire de prime abord c'est un jeu, c'est bien plus qu'un jeu finalement. C'est un projet. Vraiment, on est parti sur une idée de projet. Ce qui nous importait, c'était tout autant la réalisation que l'objectif final qui était l'animation. Par rapport au jeu, justement, ça demande certaines compétences et ça peut aussi faire acquérir certaines compétences. On peut trouver ça en effet, le jeu plutôt sympa, cool, ludique, mais il y a quand même quelque chose de tout aussi important qui transite par le jeu.
Alors de plus en plus, le jeu va être mobilisé, que ce soit par des entreprises aussi bien que par des organismes de formation, pour mobiliser des compétences qu'on va appeler des compétences transverses, qui vont être par exemple travailler en groupe, savoir communiquer à l'oral, savoir travailler autour des règles. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de limite sur ces compétences-là. À nous, par contre, accompagnateurs des publics, de vraiment réfléchir à comment utiliser un jeu pour faire travailler spécifiquement une compétence. Et ça donne des résultats assez surprenants, effectivement. Et puis on parle de jeux, évidemment, on pourrait faire le parallèle avec les jeux qui sont sur nos écrans, sur nos tablettes, nos smartphones, nos ordinateurs. Là, ça permet aussi de montrer un autre jeu détaché justement du numérique et qui pollue peut-être un peu trop nos esprits, surtout pour les plus jeunes. Alors le gros avantage des jeux que vous allez fabriquer, c'est que vous allez mobiliser tous vos sens pour pouvoir les fabriquer. Et on est certain maintenant qu'il faut mobiliser ses sens pour apprendre. Le problème des jeux qui passent par l'écran, c'est qu'ils mobilisent très peu nos sens. Et donc en faisant de la construction de jeu, on va vraiment entrer dans une phase d'apprentissage, même sans s'en rendre compte. Et comment dire ? Le groupe qui a participé à ce projet a bien évidemment manipulé du bois, manipulé des outils, mais ils ont énormément communiqué, ils ont énormément échangé entre eux pour se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient mettre en place, sur comment ils allaient le mettre en place. Et ils ont aussi travaillé sur la communication, comment mettre en place des règles, comment les valoriser, comment les mettre en image. Donc on est effectivement sur quelque chose de beaucoup plus large et éclectique que le jeu vidéo. Ces thématiques du jeu, c'est la deuxième collaboration que vous avez entrepris avec le centre Malraux. Est-ce que ça pourrait devenir un marronnier, pour reprendre un terme de journaliste, quelque chose que l'on pourrait retrouver régulièrement et qui pourrait faire office de nouvelles créations aussi au fur et à mesure des saisons ? Alors, on le souhaite. En tout cas avec Olivier Miller, le ludothécaire de Malraux, on a déjà évoqué une future collaboration autour du jeu. Alors autour du jeu, autour du bois, on hésite encore. En tout cas, une collaboration autour d'un projet collectif entre Malraux et Éducation et Formation. Oui, on aimerait bien pouvoir pérenniser un petit peu ces échanges et pourquoi pas avoir d'autres projets, peut-être avec Johan autour de la musique, peut-être avec Radio HDR autour de la radio, ce serait assez extraordinaire. On est en demande. Avec grand plaisir. Et est-ce qu'on peut déjà évoquer un peu l'avenir d'Éducation et Formation, ne serait-ce que pour la rentrée prochaine, pour septembre ? Ce n'est pas trop à moi de vous parler de ça, puisque là, Éducation et Formation fonctionne avec ses partenaires, comme je vous le disais tout à l'heure, principalement la région, qui va donner un petit peu le tempo de la formation professionnelle. Et là, je n'ai pas forcément les billes pour vous répondre. Eh ben, ça donnera l'occasion de vous réinviter d'autres de vos collègues d'éducation et formation pour en parler au micro de la radio pour la saison prochaine. Je leur transmettrai. Merci beaucoup Valérie Jouin. Je rappelle, personne ressource au sein de la structure éducation et formation sur les Hauts-de-Rouen et sur la métropole Rouen-Normandie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Vous écoutez HTR. C'est sur le 99.1. 99.1. Voilà pour cette petite incursion sur la dalle de la Grand-Mare qui avait lieu, donc je le rappelle, dans le cadre Les Hauts font la fête de la musique. C'était mercredi dernier, 21 juin, tout au long de l'après-midi. Je remercie évidemment toutes nos intervenantes et intervenants de s'être succédés au micro de notre petit studio. Voilà, en mode chaleur, en mode soleil, en mode extérieur, et ça fait vachement plaisir. Avant de clôturer cette émission spéciale, voilà, on voulait tout de même ne pas oublier la Rive Gauche et un événement qui, comme chaque année, draine énormément de monde. On ne parle pas en milliers, mais cette fois-ci en dizaines de milliers de visiteurs, de spectateurs qui vont découvrir, cette fois-ci pour l'année 2023, cette 34e édition engagée et féerique. En effet, la ville de Sotteville-à-Rouen et l'atelier 231, Centre national des arts de la rue et l'espace
public sont fiers évidemment de vous présenter la programmation du 34e Festival des Arts de la Rue, alias Vivacité, qui se tiendra donc ce week-end, les 24 et 25 juin 2023 à Sotteville-à-Rouen. Évidemment, on va arriver dans une féerie, dans une magie. Et pour en parler, eh bien justement, on va commencer notre petit tour de table avec la maire, évidemment l'USPAN, la maire de Sotteville-à-Rouen, qui revient sur cette envie et sur ce grand plaisir de proposer à nouveau une édition pour 2023. Nous sommes toujours très heureux dans le cadre de la préparation de Vivacité. C'est une effervescence qui monte progressivement jusqu'au point d'orgue qui pour nous est important parce que c'est aussi le point d'orgue de tout le travail durant toute l'année avec les pratiques amateurs et le lien avec nos concitoyens. Donc la ville de Sotteville dirige le festival Vivacité. Anne Le Goff, directrice de l'atelier 231, est la directrice artistique. Et nous avons évidemment travaillé ensemble, chacun dans ses rôles et ses missions, pour que cette 34e édition soit aussi un moment de partage, de bonheur, d'ensoleillement, quel que soit le temps climatique. Et puis évidemment, un succès qui ne se dément pas. De plus en plus de spectateurs, évidemment des étoiles dans les yeux, ils sont hyper contents de découvrir Vivacité. On écoute justement la maire de Sotteville-à-Rouen nous témoigner de ce succès. Je pense que Vivacité, ce n'est pas une vitrine qu'on plaque, c'est une démarche d'un rapport à la culture pour tous que nous souhaitons, alors avec toutes les générations, tout au long de l'année comme je le disais, mais aussi dans des partenariats avec les collectivités locales, avec les agents municipaux, avec les acteurs de la culture, avec les artistes. Nous nous inspirons et nous partageons à la fois, je disais tout à l'heure, des dénominateurs communs puisque c'est souvent autour de l'humour et c'est toujours dans une recherche du sens de la vie. Alors ça va se décliner de façon poétique, ça va se décliner de façon humoristique, ça va se décliner de façon grave, sous des formes d'art complètement différentes qui font appel aux pratiques artistiques diverses et variées et puis de beaux partenariats même si avec le Trianon transatlantique, notre salle de musique actuelle sur Sotteville participait un peu au festival Vivacité. Cette année, il y a vraiment une très très belle déclinaison et je disais un renforcement du partenariat pour permettre à encore plus de public de pouvoir y accéder. Alors on peut être public comme tout un chacun regardé, puis on peut être un public déjà passionné, sensibilisé. En tout cas, c'est toujours un moment de partage d'émotions, mais aussi de partage chaleureux familial. On parlait du Festival des Poussettes, ça dit bien son nom. Et puis qui dit festival dit évidemment un festival qui est éco-responsable, qui pense environnement, et ce sera le cas évidemment de cette 34e édition, comme nous le précise l'USPAN au micro de la radio HDR. La direction artistique par la voix d'Anne Le Goff nous a fait la proposition de ce thème cette année qui entre complètement en résonance avec les priorités de la ville qui vient justement de recevoir un label 2 étoiles de la transition écologique, le label européen, et l'idée de la nature en ville. On fait un gros travail au plan municipal sur cette question-là puisque c'est là aussi c'est un dénominateur commun de toutes nos politiques publiques et la programmation, la thématique du Festival Vivacité de cette année entre pleinement en résonance avec nos préoccupations à tous. C'est une priorité. C'est quelque chose qui est très, très partagé aussi par le monde artistique. C'est l'occasion de faire vivre un festival éco-responsable d'une part, mais par ailleurs d'avoir cette sensibilité thématique autour de la canopée et de la nature en ville. Et puis, même si ce festival, en effet, est quelque peu écourté, c'est 2 jours et non pas 2 jours et demi comme vous aviez l'habitude d'avoir ce festival comme chaque année. Mais même si cela fait que seulement 2 jours, assurez-vous, il y aura encore de quoi voir, de quoi vous émerveiller. 20 compagnies in, 39 compagnies off, 300 artistes, 200 représentations pour un budget de près de 650 000 €. Donc vous voyez, même si cela ne dure que 2 jours, vous allez évidemment de quoi en prendre plein les mirettes, comme nous le précise évidemment l'USPAN, la maire de Sotteville-à-Rouen. Pour des raisons économiques, puisqu'il a fallu faire un effort dans tous les domaines de la vie municipale, sauf dans celui de l'action sociale où nous avons augmenté terriblement le budget parce que les besoins de nos concitoyens se sont beaucoup accrus aussi. Mais il n'empêche que le format, c'est aussi quelque chose qui est au service
service du fond. Et donc on a travaillé, la direction artistique nous a proposé de faire sur 2 jours au lieu de faire sur 2 jours et une soirée. Bien évidemment, nous, on a parfaitement accepté, on comprenait bien, pour que les 2 jours un petit peu magiques, chargés d'émotions et d'ensoleillement, soient de grande qualité. Et dans ce nouveau Vivacité, cette 34e édition, il y a des partenariats plus importants qui permettent, je dirais, que la qualité et la densité de la programmation soient au rendez-vous comme pour tous les autres Vivacités. Et puis pour conclure avec la maire de Sotteville-Errouan, on ne pouvait pas parler du festival Vivacité sans parler de son côté inclusif, car en effet, Vivacité, parmi son ADN, c'est d'être évidemment un festival pour tous les publics, petits et grands, en famille, que vous soyez seul ou à plusieurs. C'est un festival qui vous concerne toutes et tous. Nous avons construit ensemble, c'est un travail d'équipe, un rapport au public qui est très très fort. Donc il y a un public pour Vivacité qui va venir. Nous sommes très heureux de l'accueillir et ça fait partie de ces bons partages. Simplement, nous, et c'est de notre responsabilité d'élus, nous devons faire attention aux concitoyens qui auraient tendance à s'isoler, qui auraient tendance à se dire « ce n'est pas pour nous », qui s'auto-censurent. Et nous, par tous les moyens, nous allons les chercher. Edwige Panier, adjointe à la culture, rappelait tout à l'heure que nous avons un travail auprès des écoles dans 2 quartiers de la ville, de présentation un peu de Vivacité avec une compagnie qui sera sur place, etc., le jeudi et le vendredi, et qui va travailler et inciter, parce que nous voulons aller chercher nos concitoyens qui n'auraient pas le réflexe premier de s'autoriser, en se disant c'est pas pour moi. Mais si, les arts de la rue, c'est le fondement de la culture. Avant, elle n'était pas enfermée dans les théâtres, elle avait lieu dans la rue. Bon. Mais malgré cette proximité qui nous semble à nous naturelle, il peut y avoir des concitoyens qui se disent non, c'est pas pour moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est à nous d'aller les chercher, de les convaincre, de leur dire on fait société ensemble et la culture, c'est le lien de la démocratie, c'est un des piliers. Sans culture, il n'y a pas de démocratie. Comme je vous l'ai précisé un petit peu plus tôt dans cette interview, en effet, 20 compagnies in, 39 compagnies off, 300 artistes. On se demande évidemment, au vu du nombre de candidatures, pourquoi évidemment ce festival Vivacité engrange toujours autant de monde qui souhaite y participer, y souhaite se produire. Eh bien, réponse avec Anne Le Goff de l'Atelier 231. C'est un mix à la fois d'un festival reconnu, qui est le 3e festival en France des arts de la rue, professionnel, reconnu pour ses dynamiques structurantes professionnelles, voilà. Et c'est aussi un festival qui est très ancré localement, qui active tout un tas de partenariats avec les acteurs du territoire, de la ville de Sotteville, donc les habitants, les amateurs qui participent. Donc en fait, on a ces 2 aspects-là, c'est-à-dire on est connu à l'échelle nationale, internationale, et en même temps on est très incarné, on a une âme très forte, très ancrée sur le territoire. Et donc je crois que les artistes trouvent à Sotteville un bon mélange entre ces 2 choses-là, c'est-à-dire ils arrivent sur un festival, un événement qui a cette âme-là et qui est fortement porté au local, mais qui peut permettre ces dynamiques professionnelles, puisque nous accueillons 400 professionnels chaque année. Donc ces compagnies qui postulent et qui candidatent pour venir sur Vivacité, elles savent qu'il va y avoir une sélection autour de 40 à 50 compagnies, qu'elles auront un accueil digne de ce nom, très professionnel, pour pouvoir montrer dans les meilleures conditions possibles leur spectacle aux professionnels. Évidemment, il y a la programmation officielle aussi. Là, je vous parle des candidatures. Donc, au fil des années, il y a de plus en plus de candidatures, puisque les gens savent que c'est un endroit où particulièrement elles repartent avec 20, 30, parfois 40 dates pour leur spectacle et leur création. Donc il y a cet effet-là. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a aussi un effet d'une crise qu'on traverse, une crise dans tous les secteurs, mais particulièrement le secteur culturel et j'ai envie de dire particulièrement le secteur des arts de la rue. Beaucoup d'événements ont été rayés d'un trait. Nous, on a la chance d'avoir Vivacité et d'avoir 2 jours pleins de festivals où toutes ces compagnies vont pouvoir présenter leur travail, mais il y a aussi beaucoup d'autres endroits où elles n'ont pas pu le faire. Donc c'est vrai que évidemment qu'elles se sont tournées vers des festivals amis qui accueillent et qui donnent des conditions pour accueillir. Donc d'où ce nombre de candidatures. Alors, on peut s'en réjouir et en même temps, on sait bien que c'est lié à cette crise-là. On espère qu'il va y avoir un regain. Nous, on travaille à retrouver du lien, de la concertation pour que les festivals des arts de la rue se redéploient dans les années à venir, bien sûr. Et puis, ce qui fait le charme, bien évidemment, de ce festival, c'est l'accueil des compagnies et
la qualité de ces représentations, comme nous le confirme et comme nous le précise Anne Le Goff de l'atelier de 131. On a 2 responsabilités professionnelles par rapport à cet accueil-là. Un, le fait de pouvoir les accueillir en hébergement. On fait une petite aide en restauration, en hébergement, une aide au transport. Et ça, je dois dire, on arrive à le faire grâce à des partenariats très forts, très ouverts, très généreux des 2 lycées. Lycée Marcel Samba, lycée des Bruyères, qui ouvrent grand leurs portes, leurs hébergements, la restauration pour les artistes, les compagnies, les équipes du festival, les Réa, Françoise Dolto. Tout le monde se met au diapason de vivacité et permet cet accueil-là, parce qu'évidemment, on ne pourrait pas payer de l'hôtel pour 300 artistes. Vous imaginez bien, entre la programmation officielle, 20 compagnies et les 40 compagnies du off. Donc, c'est vrai que première responsabilité professionnelle, c'est d'accueillir ces compagnies et qu'elles puissent jouer dans les bonnes conditions techniques, d'emplacement. Donc l'équipe du off avec Samuel Gardès, responsable du off, fait un travail remarquable pour que cet accueil soit le mieux possible, le meilleur possible. Et deuxième responsabilité, faire une sélection en fonction du parcours, des nécessités de ces compagnies dans leur parcours professionnel. Si elles ont une création, si c'est important pour elles d'être vues. Il y en a énormément qui sont légitimes, on ne peut pas toutes les prendre. Et le fait qu'on en sélectionne 40 à 50 fait partie aussi de la qualité de ce off. Et que dire de vivacité, évidemment, sans son ancrage local, sans son ancrage territorial, des actions évidemment menées lors des 24 et 25 juin, mais aussi participatif avec le public, puisque ça se déroule non pas que dans l'hypercentre, il y a aussi des actions qui se déroulent en lien avec les écoles, avec les quartiers, comme nous le précise aussi Anne Le Goff. Il ne s'agit pas juste d'un événement professionnel, un temps fort, national, international, etc. Nous, on aime vraiment qu'il soit... pour qu'un festival ait une âme, il faut qu'il ait du sens sur les territoires. On ne peut pas plaquer un événement. D'ailleurs, ce festival, il a une histoire très forte. Il est parti, comme le rappelait Luspan, maire de Sotteville, elle rappelait qu'il vient des fêtes des associations, de tout le travail d'éducation populaire, de la Maison des Jeunes et de la Culture à l'époque, qui est aujourd'hui la Maison pour tous, qui vient aussi de le bicentenaire, etc. Donc il y a eu plein d'étapes pour que Vivacité prenne vie en 90. Le fait qu'il se travaille avec, j'ai cité les lycées tout à l'heure, j'aurais pu citer aussi le CHBP, puisque c'est un partenaire essentiel du festival, le Centre hospitalier du Bois-Petit, qui accueille des compagnies, off et in. Là, on va faire des échauffements devant les résidents, pour les résidents du CHBP. Donc, et c'est ça qui fait sens, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur lieu pour des loges. Tout d'un coup, les artistes, on leur dit, tiens, vous pourriez venir vous échauffer une demi-heure pour les résidents qui ne peuvent pas du tout sortir au CHBP. Et c'est ça, en fait, qui va faire un peu l'âme de Vivacité. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. On accueille tous les groupes, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus ouvert, le plus accessible possible. Les préambules dans les quartiers, quartier Ferdinand Buisson, quartier Gadot de Kerville, dans les écoles. On vient à la sortie des écoles avec 2 spectacles, on vient distribuer le programme en disant « venez ». Dans le cœur du festival, on ne peut pas être partout, mais en tout cas, il y a un cœur qui bat pendant 2 jours. Venez à cette rencontre-là. Et puis, évidemment, tous les projets participatifs. La scénographie, ça c'est 800 participants, entre les projets artistiques, les bénévoles, les habitants qui hébergent les artistes. Enfin, voilà, on oublie toujours d'en dire, parce que tellement, c'est vrai que depuis 34 ans, il y a vraiment des choses qui se sont déployées et qui sont des évidences maintenant, qui sont complètement naturelles, qui sont au cœur de l'organisation de ce festival. Et on termine par une petite nouveauté pour cette 34e édition, c'est la partie texte, la partie musicale avec un nouvel invité que vous connaissez toutes et tous si vous arpentez régulièrement la ville de Sotteville-à-Rouen, c'est le Trianon transatlantique. Et oui, le Trianon fait aussi son entrée et propose évidemment différentes animations, différentes attractions. Lors de cette 34e édition, on va justement découvrir quels sont les événements proposés par le Trianon. Paul Moulenès au micro de la radio HDR. Alors c'est une première participation pour le Trianon sous cette forme. On a appelé ça la Cité Chanson, c'est-à-dire que le Trianon va ouvrir pendant les 2 jours du festival dans une configuration un peu différente que celle que les spectateurs connaissent habituellement, puisque la salle sera complètement repensée, le public sera invité à s'asseoir sur scène pour assister à un premier spectacle qui aura lieu le samedi après-midi, qui est celui de Amélie Affagar, qui s'appelle Laza Mélibo. Donc un moment de chansons populaires partagées avec le public, des carnets de chants seront distribués. On est vraiment dans une forme très participative sur des tubes, j'allais dire, de la chanson engagée, populaire de ces 40-50 dernières années que les gens pourront prendre avec eux. Et puis après, on invitera le public à aller dans la cour du Trianon. Il y a une petite cour là derrière la salle dans laquelle on va installer une caravane scène. C'est Sarklo, un musicien, chanteur, auteur, compositeur suisse, qui a fabriqué cette petite caravane qui se déplace de festival en festival,
qui s'ouvre pour se transformer en scène. Ça va être sa première sortie publique, véritablement, là, cette apparition dans le cadre de la Cité Chanson. Et Sarclo, en accord avec Boule, qui est un chanteur avec lequel le Trianon travaille depuis de nombreuses années, on a décidé de lancer le premier championnat du monde de la chanson de mauvais goût. C'est-à-dire qu'on va voir s'affronter Boule, Sarclo, mais également Gull, qui est un artiste que le Trianon accompagne depuis des années, et Erwan Pinard, chanteur du sud de la France, et donc 4 artistes forts en gueule, mais avec une vraie écriture, avec un vrai engagement aussi. Et donc ils vont se livrer à des battles de chansons les uns contre les autres, dans une forme évidemment très potache, humoristique, où on va se moquer un peu des travers de la société, mais aussi ils vont beaucoup se moquer d'eux-mêmes, beaucoup d'autodérision. Et on a une femme qui vient arbitrer tout ça, c'est Mathilde Bror, une comédienne complètement déjantée, originaire du nord de la France, qui est capable d'emmener le public vraiment très très loin et de péter complètement les plombs comme ça sur scène, tout en restant dans l'humour et toujours la cocasserie, quoi. Enfin, vraiment, c'est cette idée-là, ce championnat du monde de la chanson de mauvais goût, c'est s'amuser avec de la belle chanson bien écrite. Et puis le lendemain, le dimanche, toujours entre la cour et la salle, différentes propositions autour des musiques et danses urbaines. On a décidé de mettre les cultures urbaines à l'honneur suite à des stages de pratique qui ont eu lieu au Trianon pendant les dernières vacances scolaires, où des enfants sont venus s'initier à la danse, s'initier au graphe et s'initier à la musique. Donc cette journée-là sera aussi l'occasion de faire la restitution de ces travaux-là. Il y aura des petites bornes d'écoute avec les sons composés par les jeunes, qui étaient encadrés par Alex Gomis, qui est un rappeur du secteur connu sous le nom de Crime, qui les a aidés à composer leur musique, à écrire des textes. Il y a un graphe qui a été réalisé sur un des murs de la cour, encadré par Cosmo aussi, un graffeur sottevillais, qui a fait une belle fresque qui sera inaugurée donc à l'occasion du festival. Et puis la compagnie 6e Dimension, qui est venue leur montrer quelques pas de danse pour leur permettre de participer à ce bal hip-hop qui aura lieu en clôture de la journée de dimanche, à partir de 17h, un bal dans la grande tradition des bals populaires, où tout le monde est invité de 7 à 107 ans à venir danser, mais sur des musiques hip-hop et sur des pas hip-hop. Donc il y aura un danseur sur scène qui montrera les pas, un DJ qui passera les disques, et on sera vraiment dans le hip-hop et dans cette danse-là, mais évidemment avec des pas très accessibles et très faciles à pratiquer pour tous. Et dans l'après-midi, le gros temps fort de l'après-midi, ce sera le concert de Loti, qui est cette jeune rappeuse qui est en train de monter fort là, sur la scène régionale, avec une écriture très ciselée, très poétique, très, très romantique, tout en étant vraiment dans les codes du rap actuel, dans les sonorités, mais mélangé aussi avec du R&B, avec de la soul. On sent beaucoup ces influences des musiques afro-américaines dans sa composition. C'est une vraie autrice, compositrice, interprète, elle fait vraiment tout. Et véritablement, elle mérite d'être découverte, parce que c'est l'occasion pour la voir dans ce type de contexte. Là, on sera vraiment dans une ambiance très intimiste. Loti, à mon avis, les prochaines fois qu'elle passera sur la région rouennaise, ce sera dans des grandes salles, devant un public beaucoup plus nombreux. Et là, d'ailleurs, elle passe vendredi soir devant Black M, entre Amir et Black M. Donc il doit y avoir un petit peu de monde devant elle. Enfin voilà, non, mais c'est pour dire que c'est vraiment une artiste qui monte fort et qui mérite d'être connue. On ouvrira l'après-midi du dimanche avec une petite scène ouverte, des artistes de Sotteville qui viendront chanter, mixer, puisque la culture hip-hop, c'est le mix, la danse, le rap et le graphe. Donc on a vraiment ces 4 piliers-là qui sont représentés. On aura DJ Nebel, on aura Mokan et on aura le Jules. Donc 2 rappeurs sottevillais, un DJ sottevillais, pour lancer comme ça, de faire une sorte de warm-up de l'après-midi avec eux, glisser ensuite vers Loti, et puis on finit avec le grand final du bal hip-hop. Voilà sur ce que l'on pouvait dire concernant le festival Vivacité, que je vous conseille de découvrir, d'aller voir. Sa 34e édition a lieu évidemment ce week-end, les 24 et 25 juin. Rendez-vous tout simplement à Sotteville-lès-Rouen. Et pour tous les renseignements, je vous invite tout simplement à aller sur le site de la ville de Sotteville-lès-Rouen pour avoir tous les détails, les horaires, les programmes et les compagnies qui vont défiler tout au long de ces 2 jours. Voilà pour cette émission spéciale. Je remercie évidemment tous les intervenantes et intervenants qui se sont succédés, des Hauts-de-Rouen ainsi que de Sotteville-lès-Rouen, pour nous parler de leurs différentes actualités, manifestations et évidemment événements. Merci d'avoir écouté cette émission, merci de votre fidélité. Je vous souhaite évidemment de passer un agréable moment à l'écoute des programmes de la radio AGR. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.